Les catégories d'Aristote, chapitre 6 de la quantité. Sommaire. Division de la quantité en fini et continu. Division de la quantité selon que ses parties ont ou n'ont pas de position dans l'espace. Quantité finie, nombre, parole. Quantité continue, ligne, surface, solide, temps, espace. Quantité dont les parties ont une position. Signe, surface, solide, espace. Quantité dont les parties n'ont pas de position. Nombre, temps, parole. Les quantités énumérées sont les seules quantités vraies. Les autres ne sont qu'accidentelles. Exemples divers. Propriété de la quantité. Premièrement, la quantité n'a point de contraire. Objections diverses et réponses à ces objections. Deuxièmement, une quantité n'est ni plus ni moins quantité qu'une autre. Troisièmement, propriété principale, la quantité seule peut être dite égale ou inégale. La quantité est définie ou continue. Elle se compose soit de choses dont les parties ont entre elles un rapport de position, soit de choses dont les parties n'ont pas de position respective. La quantité définie est par exemple le nombre et la parole. La quantité continue, c'est la ligne, la surface, le corps, et de plus, le temps et l'espace. En effet, il n'y a pour les parties du nombre aucun terme commun dans lequel elles s'unissent. Ainsi 5 est bien une partie de 10, mais 5 et 5 ne tiennent l'un à l'autre par aucun terme commun. Ils sont l'un et l'autre des quantités définies. 3 et 7 ne se lient pas davantage par un commun terme. Et en général, pour le nombre, on ne saurait en lier les parties par aucun rapport commun. Ces parties sont toujours des quantités définies. Le nombre doit donc être rangé parmi les quantités définies. La parole en fait également partie. D'abord, il est évident que la parole est une quantité, puisqu'elle se mesure par des syllabes brèves et longues. Je veux dire la parole articulée, et l'on ne peut rapporter les parties qui la composent à aucun terme commun. Il n'est point de terme commun qui joignent les syllabes entre elles, elles sont chacune par elles-mêmes des quantités définies. Au contraire, la ligne est une quantité continue, car il est possible d'assigner un terme commun où aboutissent ces parties, et ce terme, c'est le point. Comme pour la surface, c'est la ligne, car toutes les parties du plan se réunissent dans ce terme commun. Le solide aussi a un terme commun du même genre, car on peut regarder la ligne ou la surface comme le terme commun dans lequel s'unissent toutes les parties du solide. Le temps et l'espace sont dans le même cas, car d'une part le présent tient à la fois et au passé et à l'avenir, et d'autre part l'espace aussi doit compter parmi les quantités continues, puisque les parties du corps qui aboutissent par leur réunion à un terme commun occupent toujours un espace. Donc les parties de l'espace qu'occupe chacune des parties du corps se réunissent dans ce même terme commun où se réunissent les parties du corps lui-même. Donc l'espace est une quantité continue puisque ces parties aboutissent par leur réunion à un terme commun. En outre, on a dit que certaines quantités sont formées de choses dont les parties ont entre elles un rapport de position, et d'autres ne sont formées que de choses dont les parties n'ont point de position. Ainsi, les parties de la ligne ont relativement les unes aux autres une position, car chacune est placée dans un lieu distinct. Et l'on pourrait dire et indiquer précisément où chacune est posée dans le plan et à quelle sorte de partie elle se lie. De même, les parties du plan ont une certaine position, et l'on pourrait dire pour chacune également le lieu précis où elle est et énoncer celle qui se lie entre elles. De même que pour les parties du solide, pour les parties de l'espace. Pour le nombre, au contraire, il serait impossible de montrer ni comment ces parties ont entre elles un rapport de position, ni où elles sont et comment elles se lient les unes aux autres. Même difficulté pour les parties du temps, car aucune des parties du temps n'est permanente. Et comment ce qui n'est pas permanent pourrait-il avoir une position ? On pourrait dire aussi que les parties du temps ont entre elles un certain lieu, puisque dans le temps, telle partie est antérieure, telle autre postérieure.
De même aussi pour le nombre, puisque 1 est nombré avant 2 et 2 avant 3. De là, si l'on veut, une espèce d'ordre, mais ce n'est que de position. De même enfin pour la parole. Aucune de ces parties n'est permanente. Une fois prononcées, on ne peut les ressaisir, de sorte qu'il ne peut y avoir aucune position pour ces parties, puisqu'elles ne sont pas permanentes. Ainsi donc, certaines quantités sont formées de choses dont les parties ont une position, et certaines autres de choses dont les parties n'ont pas de position. Les quantités proprement dites sont celles que nous avons énoncées. Toutes les autres ne sont des quantités que par accident. C'est seulement en vue des premières que nous nommons ainsi les autres. Par exemple, on dit une grande blancheur par cela seul que la surface blanche est fort étendue. On dit d'une action qu'elle est longue parce qu'il s'écoule beaucoup de temps durant son accomplissement. Et c'est de même aussi qu'on dit un grand mouvement. En soi-même, aucune de ces choses ne peut être appelée quantité. Ou si l'on veut exprimer quelle est la quantité d'une action, il faut la déterminer par le temps et dire qu'elle dure une année ou tel autre espace de temps. Et de même pour la blancheur, si on veut dire quelle est la quantité de la blancheur, on la déterminera par la surface, et l'on mesurera la quantité de la blancheur à la quantité même de la surface. Ainsi donc, les seules quantités véritables, les seules quantités en soi, sont celles que nous avons dites. Quant à toutes les autres, elles ne sont pas quantités par elles-mêmes, elles ne le sont que par accident. La quantité non plus que la substance n'a pas de contraire. Pour les quantités définies, il est bien évident qu'elles n'ont pas de contraire. Par exemple, 2 coudées, 3 coudées, surface, et toutes les choses de cet ordre n'en ont pas. À moins qu'on ne prétende que beaucoup est contraire à peu, grand à petit. Mais ces dernières choses ne sont pas des quantités, ce sont bien plutôt des relatifs. Rien en effet ne peut en être dit petit ou grand. Ce ne peut être jamais que par rapport à une autre chose. Ainsi, d'une montagne, on dit qu'elle est petite, et d'un noyau qu'il est grand, parce que celui-ci est plus grand que les objets du même genre que lui, celle-là plus petite que les objets analogues. Il y a donc ici relation à un autre objet, car si ces objets pouvaient en eux-mêmes être grands et petits, on n'aurait pas dit que la montagne fût petite et le noyau grand. De même, on dit que dans un bourg, il y a beaucoup de population et qu'il y en a peu dans Athènes, bien que de fait la population dans Athènes soit beaucoup plus nombreuse. On dit qu'il y a beaucoup de monde dans une maison et qu'il y en a peu au théâtre, bien que dans ce dernier lieu il y en ait bien davantage. C'est ici, je le répète, que 2 coudées, 3 coudées et autres choses du même genre expriment une quantité. Grand et petit, au contraire, n'expriment pas une quantité, ils expriment plutôt un rapport. En effet, grand et petit ne se distinguent que relativement à un autre objet. Et il est clair que grand et petit sont de la catégorie des relatifs. Du reste, qu'on les reconnaisse ou qu'on ne les reconnaisse pas pour quantité, on peut dire que grand et petit n'ont pas de contraire. Car d'une chose qu'on ne peut pas saisir et prendre en soi, d'une chose qui se rapporte à une autre, comment pourrait-on dire qu'elle a des contraires ? Bien plus, si grand et petit sont contraires l'un à l'autre, il s'ensuivra qu'une seule et même chose pourra recevoir en même temps les contraires, et que les choses seront contraires à elles-mêmes. En effet, une chose peut être à la fois petite et grande, petite par rapport à tel objet, grande par rapport à tel autre objet, de sorte qu'une seule et même chose peut être grande et petite au même moment, et qu'elle reçoit en même temps les contraires. Or, il n'est rien au monde qui paraisse pouvoir admettre en même temps les contraires. Dira-t-on que c'est la substance ? Certainement, elle admet les contraires, mais pourtant aucun être n'est à la fois malade et bien portant. Rien n'est à la fois blanc et noir en même temps. Parmi toutes les autres choses, il n'en est non plus aucune qui admette en même temps les contraires. Il s'ensuivrait aussi qu'une chose pourrait fort bien être contraire à elle-même, car si grand est le contraire de petit, et qu'une même chose puisse être à la fois grande et petite, cette chose sera contraire à elle-même.
mais il y a impossibilité qu'une chose quelconque soit contraire à elle-même. Donc grand n'est pas le contraire de petit, ni beaucoup de peu. Donc même en admettant qu'on rapporte ces choses non pas à la relation mais à la quantité, elles n'auront pas davantage de contraire. C'est surtout relativement à l'espace que la quantité semble avoir des contraires. En effet, on regarde le haut comme le contraire du bas, appelant le bas ce qui est vers le centre, parce que le centre est à la plus grande distance possible des bornes du monde. C'est même de là qu'on semble tirer toutes les définitions des autres contraires, car les choses qui, dans un même genre, sont les plus éloignées les unes des autres, sont appelées contraires. La quantité ne paraît pas susceptible de plus et de moins. Par exemple, une chose de 2 coudées n'a ses 2 coudées ni plus ni moins qu'une autre de même dimension. De même aussi pour les nombres, 3 ne sont pas 3 plus que 5 ne sont 5, et réciproquement. Le temps non plus n'est pas plus temps qu'un autre temps. De toutes les quantités que nous avons énumérées, aucune n'est plus ni moins quantité qu'une autre. La quantité ne paraît donc pas susceptible de plus et de moins. La propriété la plus spéciale de la quantité, c'est d'être dite égale et inégale. En effet, on peut dire de chacune des quantités dont nous avons parlé qu'elle est égale et inégale. Le nombre, le temps est dit égal et inégal. Et de même pour toutes les quantités citées plus haut. On peut dire qu'elles sont égales et inégales. Quant aux choses qui ne sont pas des quantités, on ne pourrait dire avec exactitude qu'elles soient égales ou inégales. Par exemple, une disposition, on ne peut dire qu'elle soit réellement égale et inégale. On doit dire plutôt qu'elle est semblable et dissemblable. La blancheur ne peut être dite réellement égale et inégale, mais plutôt semblable et dissemblable. Donc la propriété spéciale de la quantité, c'est d'être dite égale et inégale.